Arthur Ménamélé, retour sur la 14e journée du top 14. 1 heure pour débriefer, pour analyser, pour aussi répondre à nos invités. Yannick Nyanga, Maxime Petitjean qui seront avec nous. Et puis bien sûr, la team Sud Radio, Johan Huget, Philippe Spanghero. Bonsoir messieurs. Salut Johan, bonne année. Bonsoir messieurs, bonne année. Meilleurs vœux. Salut à tous. Bonne année, Johan. Je suis très déçu que tu sois pas là présent devant moi pour le qui je suis, hein, vraiment, je te le dis. Alex, on t'a laissé le studio juste pour toi. C'est beau quand même. On s'est laissé un message avec Philippe, on a dit écoute, pour la première fois qu'il est là, la seule fois de l'année, on voulait pas te gâcher ce moment, Alex. Donc du coup, je suis à deux doigts de supprimer le qui je suis. Hein, je sais pas. On va voir. Ouais, il réfléchit. On va peut-être faire un vote dans le studio. Enfin, en tout cas, on est tous ensemble. On est content de vous avoir. D'abord, juste quand même les fêtes, bien. Voilà. Je sais pas. Tu demandes s'il a bien fêté le Nouvel An, Johan Huget ? Ouais. Je demande à Johan si ça s'est bien passé. Ben écoutez, ça s'est super bien passé avec des amis, calme. J'ai jamais été un grand pétard. Bon. Ah ouais. Pardon, il dit ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Il a toujours été assez raisonnable. D'accord. Non, c'est vrai les amis. Je suis pas, j'attends pas une occasion spéciale comme le 31. L'essentiel c'est d'être réuni avec des amis qu'on voit pas souvent. Un bon repas et je suis allé au lit aux alentours de 1h30, 2h. D'accord. C'est sage quand même. Ouais, non, mais ça se sent. La voix est claire. Elle est. Après, c'était il y a 4 jours quand même. Mais... Ouais, mais il a le temps de récupérer quand même. On est content en tout cas de vous avoir en ce début d'année. Philippe, les fêtes bien passées. Oui, très bonne. Un peu malade comme beaucoup. Ah oui, ça s'entend. Ouais, donc voilà, un peu de fin de fête, voilà. Mais T'as dormi nu, ça t'a un peu, voilà, tu t'es un petit peu. Je me suis. Mais il fait que ça. Il a attrapé froid sur le jacuzzi de la terrasse qu'il a, je pense, Philippe. Il a oublié de se couvrir. Ah oui, ou le bain suédois, hein, c'est toujours. En l'occurrence. Bon, en tout cas, on est content de vous avoir. Tiens, qu'est-ce que vous retenez vous de ces 5 matchs qu'on a vus dans cette 14e journée? La victoire bonifiée de Toulon, le succès in extremis de Castres, le succès de Lyon face à Perpignan, peut-être dire les scores en même temps, 17-12 pour Lyon face à Perpignan, 24-19 pour Castres face à Pau, 36-24 pour Toulon face au Racing, Montpellier face à Bayonne, ça a été je crois 37-10, je l'ai 42-10, oui, j'ai oublié le dernier essai, et puis ensuite le Stade Français qui s'est incliné à domicile, 19-46, bonus offensif pour les Bordelais. Johan, pour commencer. Vous savez, c'est une période un peu tronquée avec ces fêtes. On a très peu de temps de préparation, donc ceux qui reçoivent sont avantagés, on va dire. Je dirais le gros coup de cette journée pour l'instant revient à Bordeaux, parce qu'on était sur une phase où le Stade Français avait donné une bonne image face au Stade Toulousain, et là, patatrac. On sait pas ce qui s'est passé. Un peu c'était assez passif côté Stade Français, j'ai trouvé. Ouais, c'est vrai qu'on peut y revenir parce qu'il y avait 13-12 pour l'UBB à la mi-temps, et après il y a c'est un accident industriel cette seconde période. Il y a la seconde période, là il y a eu, je sais pas, il y a un truc qui a gelé. Voilà, les fils se sont gelés dans les têtes parisiennes. Mais les Bordelais sont adeptes les Bordelais sont adeptes de deuxième mi-temps assez incroyable, hein, chez eux déjà. Et à l'extérieur également, ils arrivent à rectifier le tir ou à changer des choses à la mi-temps pour finir à chaque fois tambour battant. Philippe, je te fais réagir sur cette victoire quand même, c'est vrai qu'elle est marquante, hein, de l'UBB qui reprend du coup la tête, 50 points désormais, voilà, qui met la pression sur Toulouse qui joue ce soir face au Stade Rochelet. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, parce que il y a quand même 2 essais cadeaux là côté parisien. Elle m'inspire pas mal d'inquiétude parce qu'on avait Thomas Lombard hier soir qui nous a dit à quel point il comptait sur ce match pour démarrer 2025 avec une nouvelle dynamique. Il avait fixé aux joueurs l'ambition de 3 victoires sur ce mois de janvier, donc c'est déjà mort. Et clairement, il nous avait dit que si cette feuille de route n'était pas respectée, ça remettrait en question les objectifs de la saison et que ce serait pas vraiment raisonnable par rapport à l'ambition affichée par le club et les moyens investis. Donc cette défaite déjà aujourd'hui, cette victoire de l'UBB, elle remet en question la feuille de route quasiment de la saison, d'après ce que nous disait Thomas Lombard hier soir. Donc ça, c'est un premier point quand même important. Et deuxièmement, sur le fil du match, et on en a parlé hier parce qu'on avait fait les statistiques, on avait déroulé les statistiques de la première partie de saison. Et c'est flagrant en fait. C'est la défense. C'est la défense, et puis c'est surtout ce manque de réalisme dans les temps forts. En première période, j'ai des images en tête où il y a quasiment 5 minutes de temps fort près des lignes. On a l'impression
l'impression que ces Parisiens peuvent tenir le ballon 4 heures à cet endroit du terrain sans jamais être en capacité de marquer. Pour rappeler les stats, le Stade français franchit plus que l'Union Bordeaux-Bègles cette saison et a plus de défenseurs battus que l'Union Bordeaux-Bègles cette saison, mais il y a 2 fois moins d'essais. Ouais, donc si je te suis, Philippe, contrairement à Johan, tu mets plus en avant la faillite parisienne que la belle victoire, ou en tout cas la belle deuxième mi-temps bordelaise. Non, il y a la capacité de réaction des Bordelais, c'est-à-dire qu'ils sont restés collés. Ils marquent assez vite en deuxième mi-temps sur des opportunités, hein, des ballons de turnover plutôt bien concrétisés. C'est pas un grand UBB qu'on a vu, hein. Au fil du match, ils se sont détachés, mais c'est surtout le Stade français qui a pas su tuer ce match à des moments parce qu'ils ont eu des occasions de scorer qu'ils n'ont jamais réussi à mettre au fond. Et donc, ils auraient pu se rendre le match plus facile et peut-être changer le scénario. Alors, ça enlève rien à ce qu'a fait l'UBB, mais ce Stade français-là est faible. Ouais, ce qui est intéressant, et pour les auditeurs qui nous rejoignent sur l'antenne de Sud Radio, mais il y avait 27-19 à la 60e, essai de Ward conjugué à un carton jaune de Carberry, et derrière, l'UBB a inscrit quand même 3 essais, alors qu'à ce moment-là, on a l'impression que le match a un peu tourné, il y a 8 points d'écart entre les équipes, et le Stade français semble un peu réagir, Johan. Non, c'est exactement ça, mais en fait, peut-être qu'ils se sont dit le carton jaune, ça va le faire. On n'arrive pas à cerner cette équipe du Stade français comme un peu celle du Racing cette année. Ils sont capables de nous montrer de belles choses face au Stade Toulousain. Et derrière, on attend à ce qu'ils se réveillent. Et derrière, paf, quoi. C'est pas les mêmes joueurs, hein, c'est pas les mêmes compos aussi. Hein. Oui, mais c'est une mentalité d'équipe. C'est une mentalité d'équipe. Donc, sincèrement, c'est difficile à cerner. Hier, Thomas Lombard nous disait quand même quelque chose d'intéressant, c'est qu'il nous disait qu'il y avait une volonté de faire évoluer le projet en étant beaucoup plus ambitieux dans le jeu produit, beaucoup plus complet, parce que ils avaient été trop focalisés sur les fondamentaux en conquête et défense la saison dernière et ils se sont rendus compte que c'était trop réducteur. Mais quelque part, vu qu'ils maîtrisaient ça, est-ce que c'est pas un risque aussi d'avoir essayé de changer de fusil d'épaule en ayant quasiment le même effectif en plus? Parce que ce qui est étonnant dans cette saison qu'on vit au Stade français, c'est que il y a eu très peu de choses qui expliquent ça à l'intersaison. Il y a eu de la continuité, les joueurs cadres sont toujours là, le staff était conservé suite à une belle saison. C'est assez surprenant de voir à quel point ça s'est délité, quoi. Non mais tu vois, Philippe, hier on demande à Thomas Lombard est-ce que le staff est stabilisé après donc l'éviction de Karim Ghezal, le repositionnement de Laurent Labitte, et il nous dit oui, le staff est stabilisé, mais le mois de janvier va être déterminant. Et j'ai reposé la question en disant voilà, pour les supporters, est-ce qu'on peut vraiment estimer que là il n'y a pas de danger, il y a personne n'est sous la pression d'un licenciement ou quoi que ce soit? Et il a dit non. À un moment, on a changé le staff, on l'a remodelé. Maintenant, il faut que les joueurs jouent, quoi. Il faut que les joueurs ils soient au niveau. Et la preuve, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. On va quand même revenir à la question initiale. J'ai posé à Johan le match qu'il faisait ressortir de ce multi. Je pose la même question à Philippe. On a évoqué cette victoire de l'UBB. Est-ce qu'il y a un autre résultat que tu veux mettre en avant, Philippe? Oui, celui du MHR, parce que cette victoire bonifiée, elle leur permet de rentrer dans le top 6, et c'est une vraie surprise. On a laissé cette équipe la saison dernière vraiment malade et sauvée in extremis de la relégation, et donc on s'attendait à une saison vraiment de transition. Ils ont été en difficulté en début de saison, mais on sent que cette équipe, elle prend confiance, on sent qu'elle a des vrais arguments à faire valoir. Les joueurs, ils les ont, hein, mais il y avait là aussi ce problème de confiance, et on les sentait fébriles, notamment à domicile quand même assez régulièrement, incapables d'aller chercher des matchs larges comme ça et des victoires bonifiées. Là aujourd'hui, face à une équipe de Bayonne qui a quand même bien voyagé depuis le début de la saison, qui a été compliqué à manœuvrer, ils ont maîtrisé le match de bout en bout, hein, ils menaient 22-0 je crois à la mi-temps. Voilà, ils n'ont jamais été inquiétés, et on sent que cette équipe, voilà, elle est vraiment solide sur les fondamentaux, et elle a retrouvé la confiance qui leur permet, je pense, là, d'espérer rester dans le top 6. Il y a un point important, il fallait recréer une identité, il fallait rappeler ce qu'était le MHR, et il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, Montpellier a invité les 4 fantastiques, ces fameux 4 fantastiques, Julien Thomas, Fulgence Ouedraogo, François Trinduc et Louis Picamol. Ils ont été invités, ils sont venus au club. Par exemple, eh bien cette semaine, Julien Thomas était un peu le parrain
de cette semaine. Il est allé aux entraînements, il a été à la mise en place, il était au match ce soir. C'est pour ça qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui, Julien. Il y a vraiment dans l'esprit de Johan Codulot le désir de reconnecter cet effectif 2024-2025 aux gloires passées très récentes et au grand moment du MHR. Et on sent que cette quête d'identité, elle est en marche, d'autant plus que sur le terrain, l'identité MHR, pareil, le combat, les fondamentaux, ça revient, et ça revient de façon quand même très performante. Je partage ce point de vue. Rappelons quand même que le match aller, qui était, je crois, aux alentours de la deuxième ou troisième journée, c'était joué à rien. Ouais, ça s'était joué à rien. Il y avait 28-27. Ça s'était joué à un point. Joris Second ou Camille Lopez. Voilà. Déjà, Montpellier avait fait un bon coup. Il y a un mois, les Montpelliérains avaient failli l'emporter à l'UBB. Défaite 9-6. Depuis, victoire contre le Racing, victoire à Clermont et carton aujourd'hui, plus grosse victoire, comme Clément nous le disait pendant le match, 42-10 face à ces Bayonnais. Quand même, Johan, explique-nous, c'est quoi? Il y a quand même une histoire de confiance, il y a le talent des Vunipola, des Stuart Hogg, c'est sûr qu'ils font du bien, mais il y a quand même un truc, le facteur confiance, on n'arrive pas à le quantifier, à le mesurer, mais ça compte. C'est la spirale positive, François, tu sais, on commence à gagner, on sent qu'on n'est pas loin. Je pense aussi à cette défaite qu'ils ont eue au dernier moment sur une touche à Castres, sur une dernière action, ça a été compliqué. Mais et ça, je pense que cette défaite-là, ça a été un électrochoc pour eux, pour se dire on n'est pas loin, les gars. Donc et à partir de ce moment-là, on a senti cette équipe de Montpellier se mettre en route, même s'ils perdaient pas de beaucoup. On parle aussi de cette défaite à Bayonne. On sentait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se mettre en route. Ça prenait du temps. On n'a jamais été inquiété à chaque fois qu'on a fait des débriefs entre nous le lundi. On se disait cette équipe-là, elle va se mettre en route, laissons-leur un peu de temps et force est de croire qu'on a eu un peu raison de ne pas leur tomber dessus parce qu'on sentait que le collectif se mettait en place et qu'il y avait des joueurs pour. Ouais, 30-26 à la défaite à Castres début novembre. Il y a quand même des choix qui sont ultra payants. Enfin, ils recrutent Domingo Miotti d'Oyonnax à l'ouverture, ils recrutent Thomas Vincent à l'ouverture. Et finalement, ils font jouer Stuart Hogg à l'ouverture, alors que quand même, il a fait les 90% de sa carrière à l'arrière. Et on peut dire que ça fonctionne. C'est quand même un choix fort. Moi, on m'aurait dit Stuart Hogg a déjà joué. Oui, mais il a déjà joué au poste d'ouvreur. C'est quelqu'un qui a de la qualité, de l'expérience. Donc, ils mettent pas n'importe qui en termes de numéro 10. Bien sûr. Avec un gros jeu au pied. On sent aujourd'hui le jeu de Montpellier est basé quand même sur une grosse défense de l'occupation. C'est 8 titularisations à l'ouverture, Stuart Hogg, en carrière, 228 à l'arrière. Ouais. Non, bien sûr, je suis d'accord avec toi. On est d'accord, mais c'est quelqu'un qui peut évoluer au poste d'ouverture. Il a souvent suppléé en Écosse son demi d'ouverture en seconde période, Russell, en seconde période pour finir les matchs. Et même dans le poste de second ouvreur où il prenait le ballon sur des renversements, et c'était lui qui était à l'initiative de ça. Donc ce poste-là, il n'est pas anodin pour lui, et surtout, c'est un gros jeu au pied qu'il a. Donc c'est pour ça qu'ils sont allés le chercher dans cette optique de le repositionner en poste de 10 pour ce gros jeu au pied. Ouais, et en tout cas, ça paye. C'est vrai que quand on voit, Philippe, le comportement de Stuart Hogg, de Vunipola également, c'était dans des recrues, il y a toujours eu cette étiquette, entre guillemets, de club mercenaire. Il y a à la fois l'identité montpelliéraine qui a été réactivée et des bonnes pioches. Ce sont des bonnes pioches, Vunipola, quand on voit la qualité de son début de saison, de sa première partie de saison, ça fait partie des très bonnes pioches montpelliéraines. Ben, j'allais rebondir sur lui, et au-delà des bonnes pioches, ça fait partie, je pense, des éléments qui expliquent cette bonne santé, ce regain de confiance. Parce que quand vous avez un joueur comme ça dans le vestiaire, par son expérience et par son attitude, sa volonté d'être exemplaire, il tire tout le monde vers le haut, forcément. Et Stuart Hogg fait partie aussi de ces joueurs-là, de ce calibre. Et donc, c'est vrai que c'est des bonnes pioches de ce point de vue-là, parce que ils ont été au rendez-vous des attentes et ils ont tiré ce collectif de Montpellier vers la confiance qu'il leur manquait. Et aujourd'hui, voilà, ils intègrent le top 6 pour la première fois, je le répète, mais quand on voit quand même à quel point ils sont solides sur les fondamentaux, on les attendait pas du tout là. Je pense qu'ils sont bien partis pour y rester.
même si la saison est encore longue, si cette confiance est maintenue. Et donc, ça amène quelques questions dans cette course au top 6 là, qui rebat un peu les cartes. Ouais, effectivement. Ils ont très peu d'internationaux aussi, hein. Donc la période internationale va être bénéfique pour eux. Ouais. C'est clair. Et le top 14 que l'on retrouvera à partir du week-end de fin janvier, du 25 janvier. Messieurs, on va parler de Toulon dans un instant. Toulon, victorieux du Racing. Maxime Petitjean sera notre invité dans Au cœur de la mêlée. Restez bien sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée pour analyser, débriefer toute l'actu rugby, l'actu de cette 14e journée du top 14 sur Sud Radio, la radio de rugby. On est ravis d'accueillir avec nous Maxime Petitjean, l'entraîneur adjoint du RC Toulon en charge notamment du jeu au pied. Salut Maxime. Salut tout le monde. Merci d'être avec nous. Meilleurs vœux déjà, bonne année. Elle a bien commencé pour le RCT aujourd'hui. Hein. Bonne année à tous, ça a plutôt bien commencé, donc c'est bien. Ouais, victoire 36-24 face au Racing, 6 essais à 3, 2 doublés déliés. Dréan Tukovu. Ouais, et j'imagine que notamment le premier de Dréan, quand on est sur le bord de touche qu'on est entraîneur, le premier essai, ça a dû vous faire plaisir. Ouais, bien sûr, non, franchement c'est très bien. Prendre 5 points contre cette équipe du Racing, c'est une très bonne chose pour nous. On arrive à s'installer dans ce trio de tête, donc c'est super. On voit les joueurs un petit peu plus libérés depuis quelques temps, donc voilà, on voit des belles choses et c'est vrai que c'est super plaisant. Johan Huget, Philippe Spanghero. Johan, peut-être une question ou en tout cas un petit mot pour Maxime Petitjean. Bah déjà, félicitations pour cette victoire. Hein. On sait que cette semaine-là, elle n'est pas facile à préparer entre les fêtes et les joueurs de les laisser mobiliser. Donc déjà, félicitations parce que c'est jamais évident de recevoir. Et quand on voit des essais d'ailiers, généralement, c'est que le collectif il marche bien parce que les ailiers sont la conclusion de belles actions et notamment sur ce premier essai, on sent des joueurs pleins de confiance. Quand ils tombent, ils arrivent à lâcher des ballons. Je pense à cette passe incroyable de Baptiste pour Charles aussi. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont en pleine confiance et voilà le meilleur pour la suite en tout cas. Merci beaucoup, c'est gentil, merci. Et Yann, je rebondis sur ce que tu dis, tu parles de confiance, tu parles de jeu, là aujourd'hui c'est 500 mètres parcourus ballon en main quand même le RCT, c'est 210 passes, ce qui est quand même colossal, 210 passes c'est seulement 6 pénalités concédées, et puis quand on se dit avec tout ça, 210 passes, beaucoup de volume de jeu, il va y avoir des soucis défensifs, même pas, puisqu'il y a 146 plaquages réussis, 19 manqués, ce qui amène à 88-89%, ce qui est quand même très honorable pour l'équipe du RCT, Maxime Petitjean. Ouais, non, c'est vrai que c'est plutôt une bonne performance. Après, voilà, on était un petit peu 6 ballons gagnés au sol. Ouais, non, c'est des bonnes stats. Par contre, le gros point noir de la journée, c'est les essais qu'on donne à cette équipe du Racing. On prend 3 essais quasiment en contre. Peut-être parce qu'à un moment, on a été un petit peu trop gourmand et on a voulu marquer un petit peu trop vite. Donc, par moment, la passe de trop et on a pris des contres derrière. Donc, au final, ça a été un match plutôt serré jusqu'à la fin. Voilà, on s'en sort bien, on arrive à aller chercher ce bonus sur la fin du match, donc c'est positif, mais voilà, il faut qu'on arrive à gommer ces petites erreurs et ces petites 50-50 qu'on a un petit peu de mal à jauger par moment, et ça sera de mieux en mieux, mais c'est vrai que voilà, on sent vraiment que les gars ont basculé dans un autre état d'esprit depuis quelques matchs, et comme on disait tout à l'heure, la confiance est là, on arrive à enchaîner les victoires, donc ça c'est super pour la suite. Philippe Spanghero pour Maxime Petitjean. Ouais, bonsoir Maxime, félicitations aussi, belle victoire pour démarrer, puis en effet vous installez là dans ce trio de tête. Ça fait quelques saisons que vous courez après cette sérénité dans le haut du tableau assez tôt dans la saison, parce que ces dernières saisons, vous étiez allé la chercher un peu trop tard dans la saison et ça tombait jamais loin, mais il manquait toujours quelque chose. On a l'impression qu'il y a un élément un peu fondateur là dans cette saison. On a vu la montée en puissance, mais avec un peu d'irrégularité, jusqu'à ce voyage en Afrique du Sud et cette victoire là au caractère. Là, on a senti vraiment quelque chose. Est-ce que vous l'avez ressenti de la même façon aussi dans cette prise de confiance collective dans le potentiel du groupe?
Alors c'est sûr que cette victoire en Afrique du Sud nous a fait énormément de bien. On est parti, c'était un pseudo stage, on va dire. Pierre avait choisi de faire une semaine vraiment décontracte. On s'est entraîné que 2 fois là-bas. On a fait beaucoup de choses extérieures au rugby. Et puis voilà, les mecs sont allés chercher cette victoire. On sait que c'est jamais évident d'aller gagner en Afrique du Sud. C'est la première fois qu'un club français s'imposait là-bas, donc fait que le club de Toulon s'imposait dans ce pays, donc c'était aussi quelque chose de fort pour nous. Mais voilà, déjà avant ce match, on sent que cette année il y a quelque chose de différent par rapport aux autres saisons. L'effectif reste aussi plutôt stable à comparer des autres saisons où il y avait beaucoup de changements. Donc voilà, l'année dernière il y a eu du changement au niveau du staff aussi, donc il fallait le temps que tout ça prenne et voilà, là c'est en train de bien prendre. Les mecs sont en train de prendre conscience des qualités de cette équipe et qu'on pense pouvoir faire de belles choses. Donc voilà, la confiance amène tout ça, mais c'est vrai, comme tu disais, ce match en Afrique du Sud a fait énormément de bien dans les têtes. Voilà, alors on est forcément obligé, Maxime, d'aborder quand même un peu le point noir du jour, les blessés. On a vu Charles Olivon sortir très tôt dans le match sur une magnifique action, mais blessé au genou. Est-ce que déjà tu as plus de nouvelles sur le grand Charles ? Non, plus de nouvelles. Non. Il a quitté le stade assez tôt. Il avait le genou bien gonflé. Voilà, c'est des images qu'on aime pas trop voir. C'est un mec super important pour l'équipe. Voilà, on va attendre les examens en début de semaine. Donc pour l'instant, je peux pas vous dire grand chose de plus, mais voilà, lui, il avait l'air plutôt inquiet. Donc on va voir. On espère, on croise les doigts pour lui en premier lieu, que ce soit pas trop méchant. Oui, et pour être clair avec les supporters de Toulon, ça peut être à la fois une entorse du genou comme peut-être une rupture des ligaments croisés. On est un peu dans cette échelle-là, a priori, Maxime Petitjean, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Après, il faut passer les examens. Ça sera peut-être une bonne nouvelle si on nous annonce qu'il n'y a qu'une petite entorse, qu'une entorse. Voilà, on espère que ça sera ça. Et voilà, on espère que les ligaments ne seront pas touchés. Et on le saura en début de semaine. Teddy Bobigny et Baptiste Serin, est-ce que vous avez des nouvelles concernant les 2 joueurs ? Ouais, Teddy, c'est pareil, c'est une alerte au mollet, donc c'est toujours pareil. Il faut attendre de passer les examens, donc je suppose qu'il va passer échographie et RM certainement demain ou en tout début de semaine. Et Baptiste Serin, c'est rien de méchant. Il a pris un petit coup sur la main, mais il y a rien de méchant pour Baptiste. Ouais, c'est un 9 quoi. Je crois qu'il s'est donné lui-même son coup de pied. Enfin, il s'est donné, je crois, un coup de pied dans la main, un truc comme ça. Voilà, il a voulu sortir un peu sous les ovations du public. Bon, est-ce que toi, Maxime, par rapport à ton périmètre, le jeu au pied notamment, est-ce qu'il y a des choses que tu as aimées, d'autres que tu as moins aimées ? Comment tu tires le bilan, toi, d'une rencontre par rapport à justement à ta fonction ? Alors aujourd'hui, plutôt très satisfait. On a voulu leur mettre énormément de jeu au pied de pression. À chaque fois qu'on l'a fait, on a quasiment récupéré tous les ballons ou alors on les a mis en difficulté. Donc ça, c'est un point très très positif. Voilà, après le petit point négatif, ça sera un peu plus sur les tirs au but parce que je crois qu'on a 3 échecs aujourd'hui. Donc voilà, on laisse 6 points. Il y avait du vent aujourd'hui ? Non, il n'y avait pas de vent. Il n'y avait pas de vent, mais voilà, c'est comme ça. Bon, ça arrive. Bon, il faudra travailler. Tu vas avoir tu vas pouvoir te donner des billes pour entraîner tes buteurs. Mais enfin, on imagine qu'ils ont déjà un niveau d'exigence très très élevé. En tout cas, merci Maxime d'avoir été avec nous. Peut-être une dernière question ou pas ? Oui, bien sûr. On a vu, je peux tout à fait me tromper, Maxime Petitjean, mais on a vu Marius Domon être extrêmement proche, parfois sur des phases défensives, et du coup le Racing faire des coups de pied rasants beaucoup dans le dos. Le premier essai est comme ça. Il y a une autre action très chaude comme ça avec des coups de pied rasants très profonds qui parfois vous ont mis un peu en difficulté. Est-ce que c'était une volonté globale d'avancer un peu Marius Domon, l'arrière du RCT ? Non, pas du tout. C'est quand ils nous ont mis des jeux au pied, c'est sur des turnovers. Ouais. Donc du coup, Marius était déjà en position d'attaquant. Donc c'est pour ça qu'ils ont réussi à nous taper dans le dos.
Excusez-moi, je tousse un peu. Pas de souci, je peux comprendre. Ouais. Tout le monde est un peu malade. Prochain match du RCT face au Harlequins, c'est dimanche prochain. Puis ensuite, un déplacement à Sale. Voilà pour les nouvelles du RCT qui ensuite retrouveront, vous retrouverez le Stade Rochelet le 26 janvier. Merci Maxime d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Toujours un plaisir de t'avoir. Et voilà, on renouvelle nos vœux. Et surtout, une bonne fin de week-end. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Merci à tous. Allez, on va se retrouver dans un instant. Notre invité sera un joueur que connaît bien Surprise. sûr. Oui, Surprise. Ah, Allez. c'est une surprise. Oui. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Et bien sûr, vous nous appelez au On le fait 06 qui je suis, 330. sinon. Peut-être. Allez, à tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. 19h30 sur Sud Radio, cœur de la mêlée, bien sûr, avec Philippe Spanghero et Johan Huget. Voilà, sympa d'entendre Maxime Petitjean quand même sur cette équipe de Toulon. On a la sensation, tu le disais Philippe, depuis l'Afrique du Sud, cette victoire aux Stormers en Coupe d'Europe 24-14, début décembre. Mais on a l'impression quand même, Johan, que cette équipe de Toulon, elle a franchi un cap quand même. Déjà, je parlais du premier essai de Dréan avec cet enchaînement de passes au contact, de offload magnifique, notamment le jeu d'avant dans l'axe, puis ensuite en déployé. Là, c'était assez beau, mais c'est le signe aussi quand même d'une progression dans le jeu. Non, mais clairement, tu as raison. Hein. Dès qu'on arrive à enchaîner devant et surtout que les ailiers arrivent à marquer 2 essais comme ça ou 2 doublés, c'est pas non plus anodin. Donc ça veut dire que le collectif toulonnais est bien rodé, bien en place. Et sur cet essai, le premier essai de Dréan, tout le monde touche le ballon. C'est-à-dire que c'est des offloads, ça va au sol, les ballons ils sortent en moins de 3 secondes et ça finit à l'aile où généralement la vie est plutôt belle en ce moment du côté de Toulon. Mais il y avait quand même des prémices déjà l'année dernière, juste avant la blessure de Baptiste Serin où ils étaient 3e. Baptiste Serin se blesse pendant 2 mois il me semble et là ça a été une descente aux enfers d'une série de 8 matchs consécutifs de défaites. Donc il y avait quand même quelque chose qui se tramait du côté de la rade et là on s'aperçoit que c'est pas mal. C'est vrai que c'était plaisant. Philippe, un petit point, peut-être réaction juste pour clôturer ce chapitre Toulon 3e quand même, on le rappelle au classement, qui n'est pas déconnecté des... Ça parlait de trio, hein. Il y a raison, Maxime Petitjean. Mais bien sûr, dès qu'on parle de trio, tout va bien. En tout cas, c'est 50 points pour l'UBB, Toulouse 46 et Toulon 43. Mais bon, et parfois, il faut meubler en attendant l'arrivée de l'invité. Donc, 3 points, 3 équipes Toulon qui rentrent dans le trio. Hein. Ouais, non, mais pour compléter, c'est vrai que je répète souvent la même chose, mais pour en parler avec les staffs souvent et poser cette question-là, c'est vrai que les staffs ont souvent en ligne de mire 3 ans pour retrouver vraiment leur vestiaire, celui de leur choix, avoir leur effectif. Et là, Maxime le disait tout à l'heure, c'est la première saison où il y a finalement peu de turnover dans le vestiaire, où ce staff a quasiment tous les joueurs qu'ils ont choisis pour le projet de jeu que Pierre Mignoni souhaitait. Et donc, quelque part, on arrive peut-être à cette période où enfin le Toulon a l'effectif dont il a besoin pour le projet de jeu de Pierre Mignoni, et donc avec la montée en puissance aussi, la montée en puissance ou le retour en forme de joueurs cadres qui sont peut-être encore plus importants qu'ils l'ont été l'année dernière, donc plus l'émergence de jeunes, Dréan qu'on a eu avec nous cette saison déjà à l'antenne et qui fait un début de saison remarquable, qui est aussi le signe de la bonne santé du RCT et de cette capacité à intégrer ces jeunes. Voilà, tout ça, toute cette émulation fait que le RCT est dans les clous. Mais ça fait partie de ces équipes, le RCT, où tous les ans, peu importe qui ils ont sur le terrain, on attend des choses qui des fois sont pas en cohérence avec ce à quoi ils peuvent prétendre. Il y a eu quelques saisons, ces saisons dernières, où l'effectif du RCT ne leur permettait pas de prétendre au top 6. Et malgré tout, l'attente dans la ville faisait qu'il y avait une pression sur le staff qui était compliquée. Là, aujourd'hui, il y a cette pression qui est justifiée par un effectif qui mérite la place où ils sont. Oui, et effectivement, donc Toulon, 3e ce soir du top 14 après son succès bonifié 36-24 face au Racing. On est heureux d'accueillir sur Sud Radio notre invité, notre grand témoin ce soir dans le cœur de la mêlée, c'est Yannick Nyanga. Salut Yannick. Salut. Toujours en retard le mec. Hein. même à la radio ça change pas. Bonne année. Bonne année, meilleurs vœux à tous. Ouais. Vous ayez la santé, voilà.
Voilà. Et donc la ponctualité, si on écoute Johan, c'est vrai, t'as eu des problèmes avec la ponctualité, t'as pris des amendes ou pas, Yannick? J'attendais le coup de fil. Je suis à l'heure pour tout ce qui compte. Après pour le reste, c'est vrai que. Du coup, j'attendais le coup de fil. Non, j'attendais le coup de fil. Moi, je suis bête et discipliné. Je m'en tiens à l'organisation. Ouais, c'est vrai. Coup de fil à 19h30 et j'étais prêt à 19h30. Ouais. Mais il paraît que c'est quand t'as su qu'il y avait Johan que t'as retardé. Mais enfin, t'as hésité. Il y a eu hésitation. Bon voilà, vous avez c'est Johan, je comprends. Vous avez partagé le vestiaire combien de temps ensemble, Johan et Yannick? Johan. Je sais pas. Moi, j'ai vu Yannick arriver. Une première fois en espoir. Et après, il a fait quelques allers-retours à Agen, Bayonne, et après, moi, je suis parti. J'ai été obligé de vadrouiller. Voilà, c'est ça. Bon. Il avait mis un peu plus de temps à comprendre, mais quand il a compris, il a bien compris. Bon, Yannick, on sait que tu as quitté le Racing en fin de saison dernière. Tu étais dans le staff du Racing 92. On va dire que, bon, aujourd'hui... Tu as senti. Ouais, tu avais senti le coup. Non, je ne peux pas dire ça. Je peux pas dire ça. Je suis assez triste des résultats du club, mais bon, c'est comme ça. Il y a un changement avec l'arrivée de Stuart Lancaster. J'espère qu'ils vont trouver la clé pour retrouver les bons résultats. Est-ce que tu es surpris parce que là, c'est un peu sur la pente glissante, descendante, qui sent mauvais quand même. Là, ça s'enchaîne mal, là. Disons qu'il y a eu des changements, des pertes de joueurs importants, comme Finn Russell. Je pense que ça a été pendant longtemps Finn a tenu la baraque du club à l'ouverture. Alors même si sur les matchs décisifs de phase finale, il était moins impactant, ça a quand même été un joueur important du club. On le voit maintenant avec Bass qui est dans le haut du tableau de Premiership. La perte de Finn Russell a été compliquée. L'adaptation de Owen Farrell met du temps parce qu'il est arrivé un petit peu affaibli. Donc voilà, toutes les grandes équipes ont besoin d'un grand 10 et en ce moment le Racing manque de ça et manque de joueurs cadres. Ouais, tu veux dire que les grands ailiers comme Yohan Uger, il n'y en a pas trop besoin, par contre les grands 10, il y en a besoin. Je sais pas en tout cas, mais toutes les grandes équipes ont eu des grands 10 et là il y a des bons 10, mais il manque un Romain Tamac, il manque un César Alibert, il manque voilà. Philippe Spanghero avec Yannick Nyanga, tiens, pour peut-être continuer sur ce sujet ou élargir encore. Ouais, d'abord pour rebondir sur ce sujet, c'est vrai que d'abord salut Lanyang, meilleurs vœux, on se les a souhaités déjà, mais je te le redis ici. On a perdu Lanyang ? Non, je suis là. Il t'écoute. Hein. Pardon. Non, parce que Johan a dit je sais pas. Mais parce que Johan n'a pas envoyé les vœux, donc du coup, je sais pas plus les qui c'était. Mais... Bon, en tout cas, parenthèse refermée. Donc, je rebondis d'abord sur ce que tu disais. Alors, c'est vrai qu'il y a la perte de Finn Russell. Moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette évolution du Racing, on en a parlé il y a quelques semaines. Bon, j'ai noté, moi, pas mal de ce que je trouvais être des défaillances de communication qui s'enchaînaient de plus en plus régulièrement, notamment depuis ton départ à l'intersaison, qui n'a pas été, je trouve, communiqué correctement par rapport à ton historique avec le club. Mais bon, pour être plus large, en fait, il y a cette génération 2016 que tu illustres avec tout un tas de joueurs où on a senti un Racing avoir une âme. Ça a perduré après avec notamment un chef de file Henri Chavancy et puis d'autres joueurs, je ne vais pas tous les citer. Là, on sent que tout ça, c'est vraiment délité et qu'il y a plus ce noyau dur, il n'y a plus d'âme. Donc, entre ce manque de noyau dur à l'âme du Racing dans le vestiaire, cette problématique liée à l'appartenance au stade, etc., on a l'impression, en fait, que ce club a plus de base et qu'il essaie de se reconstruire sur quelque chose qui est complètement mouvant. C'est ce qu'on ressent de l'extérieur. Est-ce que tu peux comprendre ça et est-ce que tu partages ? Oui, je partage quand même pas mal de tes remarques. Après, je pense qu'il y a le contexte Paris qui est compliqué. Et là-dessus, Jackie Lorenzetti, il essaie de trouver des solutions pour
mais pour parer à une réalité économique. Et la réalité économique, c'est qu'il essaie de créer un club qui ne dépend pas que de sa générosité et que de son apport. Donc c'est pour ça qu'il avait créé Paris La Défense Arena. Maintenant, Paris La Défense Arena, il faut le rentabiliser aussi, et souvent des concerts peuvent créer une économie viable plus facilement que des matchs, parce qu'on ne joue pas tous les week-ends. Ensuite, par rapport à la partie sportive, la partie la génération 2016, elle a été entre guillemets, quand je dis vite remplacée, c'est que il y a eu beaucoup de changements assez rapidement entre 2018 et 2019. Je pense qu'il y a eu beaucoup de joueurs de la génération 2016 qui sont partis, et peut-être que cette transition elle a été plus compliquée que prévu, parce que ce sont des très jeunes joueurs qui ont repris le relais derrière. Et cette transition, enfin, elle a été compliquée. Donc voilà, ça, plus ça. Pardon de te couper, mais est-ce que finalement le fait qu'il y ait quand même des phases finales tous les ans à cette période-là, où on sent vraiment que ça c'est une première période de transition, mais il y a toujours des phases finales tous les ans. Il n'y a pas de titre, mais du coup on se dit que le Racing finalement va plutôt bien, alors que finalement ça va peut-être pas si bien que ça à ce moment-là déjà. Mais je sais pas, c'est difficile à dire, mais en tout cas, je pense que c'est une des pistes. Quand on voit, pour avoir passé 10 ans là-bas, le Stade Toulousain doit aussi son renouveau à une période qui a été très compliquée. Moi, je me souviens d'une saison où ils finissent, je crois, 12e sur 14. 12e. Et ils sont pas qualifiés. Et peut-être qu'à un moment donné, parfois, on a besoin d'un gros électrochoc pour se poser les bonnes questions et ne plus forcément capitaliser sur les succès, parce qu'on en avait connu beaucoup à ce moment-là. Et je pense que Johan est très bien placé pour en parler. C'est sans doute dans ces moments-là que Hugo a pu refaçonner l'équipe comme il le voulait, et connaître les succès qu'il a aujourd'hui. Justement, Yannick Nianga, est-ce que un des soucis du Racing 92 aujourd'hui, c'est peut-être et je le dis sans aucune méchanceté, mais le manque de passion qu'il y a autour, le manque peut-être de supporterisme, alors qu'on rappelle que c'est quand même un club historique, c'est le premier champion de France de l'histoire du rugby français, et qu'aujourd'hui, en région parisienne, je dirais pas un anonymat, mais c'est vrai que le club a du mal à exister dans l'esprit populaire. Ce qui est sûr, c'est que c'est plus dur de réussir à Paris qu'ailleurs. Et ça, c'est dans tous les sports. Je pense que si vous regardez toutes les organisations sportives parisiennes, hormis le PSG qui fait plein à chaque fois tous les week-ends, mais il faut voir à quel prix, en signant des Messi, des Neymar, des Mbappé. L'offre parisienne, en fait, elle est tellement importante qu'il y a très peu de Parisiens qui font toujours la même chose le week-end. Il y a différents sports qui jouent tous au plus haut niveau. Il y a des salles de concert, il y a des musées, des théâtres, des expositions. L'offre est tellement grande, en fait, que pour pouvoir fidéliser une audience, c'est beaucoup plus compliqué à Paris. Donc ensuite, quand vous êtes à Paris, vous pouvez gagner 10 matchs d'affilée ou en perdre 10 d'affilée. Votre quotidien il est le même, ça changera pas. Donc dans la qualité des joueurs qu'on engage, on doit tenir compte aussi de la motivation intrinsèque, parce que c'est pas comme à Toulouse ou ailleurs où les résultats de l'équipe ont un réel impact sur l'humeur des gens. Je me permets, moi, Yannick, de revenir un peu sur ton parcours. Là, tu étais entraîneur des espoirs et dans le staff de l'équipe professionnelle. Depuis ton départ du Racing, quelle est un peu ton ambition? Est-ce que c'est de retrouver un club? Comment tu te positionnes? Aujourd'hui, déjà, je me positionne comme un jeune coach qui apprend, et donc j'essaie d'aller dans ce sens aussi de progresser, de grandir. Donc je suis parti un mois en Nouvelle-Zélande en début de saison. Là, je rentre d'un mois en Afrique du Sud. Là, je rencontre des organisations qui me plaisent, qui m'inspirent pour progresser. J'ai passé tous les diplômes pour entraîner. J'ai jusqu'à l'année dernière, et j'ai tout obtenu. Donc là, maintenant, je vais essayer de me positionner sur un projet qui a du sens pour moi, et voilà, et lancer ma carrière.
Peut-être ça mérite un rebond. Oui, bien sûr. Non, mais c'est très intéressant, Yannick. Quel genre de projet vous pourriez rechercher? Est-ce que c'est une position de manager ou d'entraîneur adjoint? Si jamais on a des présidents de club qui nous écoutent, et c'est probablement le cas. Ben, je sais pas si je suis dans la position de pouvoir exiger des projets. Je pense que y a pas un chemin en fait qui mène haut. Moi, je sais que j'ai toujours été ambitieux dans ce que je voulais faire et par contre dans la manière d'y arriver, il y a plusieurs chemins. Donc en avoir un, je sais pas, mais en tout cas dans un projet qui s'inscrit au moins à moyen terme et avec une ambition de grandir tout simplement. Donc voilà, ça peut être très différent. Ça peut être en deuxième division, ça peut être en première division, ça peut être plein de choses en fait. Et ça peut être à 7, ça peut être à 15. Donc voilà, il y a pas de, je suis pas fermé aux options. Moi, ce que je veux, c'est apprendre et grandir et puis après on verra. Johan, tu le vois comment l'avenir toi de Yannick, ou peut-être tu sais des choses, hein, tu peux peut-être nous dire des trucs. Non, on sait pas grand-chose. On savait même pas qu'il était parti du Racing comme ça. Donc Yannick est rempli de surprises. Yannick est rempli de surprises. Tu disais, Yannick? Non, j'ai dit parce qu'il ne s'intéresse pas à moi. C'est pour ça, il savait pas. Si, non, mais bien sûr, non. Il t'a pas proposé de jouer au padel, par exemple, apparemment. Hein? C'est sur la communication. Mais il voyage tellement, Yannick, je sais pas s'il veut être coach ou avoir des matchs. Donc on sait pas trop en ce moment ce qu'il veut faire, mais en tout cas non, je lui souhaite plein de belles choses et je sais que voilà, il veut d'abord se former pour devenir le grand coach comme le grand joueur qu'il a été. Et on n'a pas de voilà, je pense qu'il a un plan bien défini dans sa tête. Et aujourd'hui, il est en exécution et il passe d'abord par les bases parce que c'est un garçon qui a besoin d'être à la page de pas mal de choses. Moi, j'avais une dernière question pour Yannick, si on a encore le temps. Bien sûr. On a débattu, Yannick, là, récemment du périmètre du directeur sportif, manager général, parce que je disais que j'avais l'impression qu'il y avait autant de profils de postes qu'il y avait de clubs quelque part. Toi, tu as démarré dès la fin de ta carrière un peu en hauteur avec ce statut de directeur sportif, et puis ensuite tu es revenu sur le terrain avec cette expérience là assez large finalement depuis ton arrêt de carrière. Qu'est-ce que tu as préféré? Être plutôt en hauteur, avoir un regard sur le sportif, mais avec une vision globale de l'organisation d'un staff, ou vraiment le terrain et être au contact des joueurs directement? Ben moi, j'ai quand même préféré être en hauteur parce que je trouve que c'est là qu'au final on a le plus impact parce que le choix des joueurs, il est tellement crucial, le choix des hommes que tu choisis dans une organisation. Pour moi, il fait partie de 80% du travail. Alors 20% à très haut niveau, c'est énorme, mais ça reste encore beaucoup de boulot pour y arriver. Mais la base de ce travail, il est dans le choix des joueurs, dans le management des hommes, dans le type d'organisation qu'on met en place. Et ça, je trouve ça bien. Maintenant, c'est un triumvirat, je dirais, de président, directeur sportif, coach, qui doit être vraiment calé, vraiment bien organisé, en confiance, et voilà, et sur le long terme surtout. Okay, non mais j'affinais la fiche de poste parce que comme des présidents nous écoutent, après nous on prend 10%, c'est un de nos modèles économiques aussi à l'antenne. Donc je voulais préciser pour les prospects. Merci. Merci Philippe. Il est bon la Spang. Ouais, très fort. Yannick, un dernier mot sur le tournoi destination et l'équipe de France. Selon toi, quel est l'objectif réaliste du 15 de France pour le prochain tournoi destination? Et deuxième question ensuite, on a appris aujourd'hui la blessure de Charles Olivon. On ne sait pas quel est le degré de gravité entre une entorse du genou et une rupture des croisés. C'est vrai que le périmètre est assez large. En quoi il va manquer au 15 de France si son forfait est confirmé? Déjà, il va manquer parce que c'est un bon joueur, parce que c'est un leader, c'est un capitaine en puissance en tout cas. Mais je dirais que le poste de troisième ligne en France, donc moi je suis très désolé pour lui, mais le poste de troisième ligne en France, c'est peut-être le poste le plus riche entre guillemets. Et quel que soit son remplaçant, c'est un joueur d'une grande qualité.
Après les ambitions du 15 de France, ça fait partie des top 3, top 4 des meilleures équipes du monde. Donc ils ont forcément l'ambition de remporter le tournoi. Mais c'est une année impaire. Donc ils vont se déplacer plus de fois qu'ils vont recevoir. Mais ça reste quand même un des favoris. Antoine Dupont sera de retour. Normalement, j'espère, je croise les doigts pour que Romain Tamac soit là. Et on va voir notre épine dorsale, que ce soit Movaca, Marchand, Aldrit, Dupont, Tamac, Ramos, qui n'a pas joué ensemble depuis longtemps. Et quand ils sont prêts, on est quand même très très dur à battre. Est-ce que tu penses que le Stade Toulousain va encore survoler les débats comme la saison dernière? Tiens, pour élargir encore. Je vois pas comment. On va dire Bordeaux peut-être peut inquiéter peut-être le Stade sur un match si ça fait 1 et 2 et qu'ils se retrouvent en finale, peut-être éventuellement sur un match. Mais j'ai du mal à me dire que quand on voit encore d'équipes qui vont être capables d'aligner à La Rochelle tout en reposant des joueurs cadres. J'ai du mal à me dire qu'ils vont être remis en cause, mais Bordeaux quand même est en train de faire un très très bon boulot et même si La Rochelle est une équipe qui est plus toute jeune, s'ils arrivent à se qualifier sur les phases finales sans viser trop leurs joueurs, ils seront aussi dangereux. Après, je vois quand même les autres équipes un petit peu en dessous de... Yannick qui visiblement passe dans une zone non couverte. En tout cas, ça nous fait une petite respiration. Mais on va faire une petite pause. On se retrouve dans un instant, puis on saluera ensuite Yannick pour conclure. Restez bien avec nous au cœur de la mêlée, bien sûr. À tout de suite.